Paprec, entreprise pionnière dans la diversité en entreprise, est le partenaire de cette saison de Navigante. Un partenaire qui, depuis toujours, a la volonté de permettre au plus grand nombre d'accéder à la course au large. C'est dans cette optique que l'entreprise est engagée auprès de la filière d'excellence qu'est le circuit Figaro-Beneteau. Elle est en effet partenaire titre de la Transat Paprec, exclusivement ouverte au duo mixte et qui a reçu le prix Or de meilleur supporter au service du sport féminin lors du Grand Prix du sport business 2025 de la solitaire du Figaro Paprec et du défi Paprec, marchepied vers ce circuit Figaro-Beneteau qui a formé les meilleurs, dont Johan Richaume, double vainqueur de la solitaire du Figaro Paprec, qui, de nouveau sous les couleurs de Paprec, repart pour une campagne de Vendée Globe avec un IMOCA neuf en 2027 et un objectif de victoire en 2028. Bonjour à tous, bienvenue dans Navigante, le podcast dédié aux femmes de la course au large et de la régate, celles sous les feux des projecteurs, celles de l'ombre aussi, à ces femmes compétitrices, déterminées, qui mènent parfois 1000 vies en une. Elles vont vous raconter leur parcours, leur bonheur, leurs cicatrices, leur place dans le monde de la voile. Elles vont nous dire ce qui les anime encore et toujours. On va partir à la rencontre de ces navigantes très inspirantes. Navigante est produit par Sailors, le média des professionnels et des passionnés de voile de compétition. Sailors, ce sont 2 newsletters hebdomadaires en français et en anglais, des podcasts, des événements, un studio de production de contenu ainsi qu'un festival du film que vous pouvez retrouver sur sailors.com. Je suis Hélène Cougoul et vous écoutez Navigante. Ne pas se fier à son allure menue, discrète aussi. Elle est une source d'énergie, capable, sans aucun doute, de déplacer des montagnes. Elle a aussi cette bienveillance dans le regard, dans ce sourire qu'elle vous adresse comme ça, en la croisant, parce que les gens, elle les aime. Ça fait d'ailleurs partie des raisons qui font qu'elle aime tant son métier, la richesse des relations humaines. Ah oui, son métier, parlons-en. Elle est responsable logistique course au large chez Merck Concept depuis 11 ans et aujourd'hui spécifiquement pour le trimaran SVR Lazartigue. Alors oui, elle est rigoureuse, forcément, réactive bien sûr, autonome, elle connaît l'art de l'anticipation et de la débrouillardise. Oui, son rôle est central et transverse, mais il est aussi profondément humain, on le disait. Son parcours est riche. Dire que ça avait commencé chez Eden Park, forcément on va en parler. Riche et cabossée aussi par le cancer. Elle est fondatrice de l'association Ménez-Rose. Riche et variée. Elle a aussi beaucoup navigué, aux côtés de Sandrine Berthaud notamment. Et c'est par cœur la montagne aussi. Il y a quelques semaines, elle célébrait la première grande victoire de Tom Laperche avec l'ultime SVR Lazartigue sur la Transat Café l'Or aux côtés de Franck Hamas. Isabelle Magua est l'invitée de ce nouvel épisode de Navigante. Bonjour Isabelle. Bonjour Hélène. Bon, tout va bien, ça marche, parce qu'il faut quand même dire à nos auditeurs, auditrices qu'on a un peu galéré sur l'audio, mais là, c'est bien, on t'entend correctement. On est content Oui. de t'avoir avec nous. Merci Hélène et merci d'avoir fini par trouver pourquoi ça passait pas. On le disait il y a quelques semaines et j'ai eu la chance de vivre ça pas très très loin de vous. C'était la célébration, c'était la joie sur les pontons à Fort-de-France. C'était quoi ce moment-là pour toi particulièrement, cette victoire de SVR Lazartigue dans cette Transat Café d'Or? Eh ben, qu'est-ce qui a fait plaisir celle-là? Ça fait un petit moment, ça fait un paquet d'années qu'on l'attendait de nouveau. Moi, pour avoir été depuis longtemps dans l'équipe, en particulier de François Gabard, on a eu des périodes, avec pas mal de victoires et là, il y a eu un moment où ça s'est arrêté et où on courait après depuis des années. Donc celle-là, oui, elle est très, très belle. Qu'est-ce que tu leur as dit, aux messieurs quand ils sont arrivés? Bah, je peux que les féliciter et être heureuse pour eux aussi parce que je connais l'investissement de Tom et de Franck. Je sais par quoi Tom est passé aussi sur l'Arkea où il a traversé des moments qui étaient pas simples du tout. Donc c'est vrai qu'il a fait super plaisir et ça fait plaisir aussi à l'équipe. Ça fait franchement, ça fait vraiment très plaisir à tout le monde.
Isabelle, avec, on avait eu aussi le plaisir de voilà, d'être avec vous au matin de l'arrivée, voilà, dans les camions, dans les containers à gonfler les Zodiacs pour aller, les chercher sur l'eau et cetera. Ce petit moment-là, pour toi, avec, toute l'équipe où finalement faut logistiquement organiser l'arrivée aussi parce que, OK, il y a une ligne qui va se couper pour le bateau, mais il y a aussi toute la logistique à préparer. C'est quoi ce moment-là de préparation, de logistique d'arrivée? Je pense que c'est un moment de concentration sur ce qui nous reste à faire pour être sûr que tout aille bien jusqu'au passage de la ligne. Je suis absolument pas superstitieuse, mais je pense que le fait de se concentrer sur ce qui nous reste à faire, ça permet d'arriver, justement au résultat final, au passage de ligne sans trop se faire d'inquiétude. Voilà, on est focus sur ce qu'on a à faire. Est-ce que tu peux raconter peut-être à nos auditeurs et auditrices, c'est quoi qui reste à faire quand on est l'équipe à terre, avant que le bateau n'arrive? Mais il faut préparer les semi-rigides. Donc là, on avait mis un semi-rigide dans un container qu'il fallait, mettre à l'eau. On a des nez-de-zod, c'est-à-dire des protections pour l'avant de nos semi-rigides à mettre en place sur les bateaux de l'Orga pour qu'on puisse pousser sur notre bateau. C'est être sûr que tout le monde a bien un gilet, qu'il y a bien un projecteur parce que le bateau est arrivé de nuit pour éclairer les abords, qu'on a bien un pavillon, fourni par l'organisation à mettre sur nos semi-rigides, que l'équipe est prête, qu'il y aura à manger pour l'équipe, au retour, que les sponsors sont présents. Enfin, il y a plein de petites choses, à régler, mais qui se ressemblent sur beaucoup d'arrivées de course et qui permettent de rester concentré jusqu'à la fin. Tu dans quel état toi à ce moment-là? Alors tu nous as dit forcément concentré sur ce qui reste à faire et là particulièrement puisque la victoire à moins, d'un tsunami ne pouvait plus vous échapper, il y a quoi? Il y a des petits grémis dans le ventre en plus qui sont bien agréables? Ouais, il y a d'abord un gros soulagement, et l'explosion de joie, elle est arrivée plus tard quand le bateau est arrivé au ponton. Mais le 1er sentiment, c'est le soulagement, enfin ça y est, on l'a. Voilà et le bonheur d'être arrivé au bout de ce après quoi on courait depuis quelques années. La dernière course qu'on avait gagnée, c'était 2017. Le tour du monde de François, le record, Non, non? alors non, course, moi je Ah en parle. course, Ouais, pardon, oui, et oui. c'est vrai que 2017, c'est aussi le record de François, et avant on avait gagné The Bridge, où l'arrivée était à Exact. New York, ouais. Donc oui, il était temps que de renouer Ouais, avec ce ouais, ouais. sentiment-là. Ouais, ouais. Ouais, ouais, ça fait plaisir, et après, bah, plein de frustrations. Moi, la première, en fait, je pense que l'arrivée de la route du Rhum, qui s'est Fameuse. jouée en notre défaveur, avec la victoire de Francis, je pense qu'elle a marqué beaucoup des personnes de l'équipe qui étaient présentes à ce moment-là, et voilà, ça a été une frustration qui date de cette époque. Oui, parce que je me souviens que le matin de l'arrivée à Fort-de-France, là, il y a quelques semaines, quand bien même, il y avait a priori, je dis bien a priori, pas de raison que ça ne gagne pas, vous étiez tous et toi la première à se rappeler de cette route du Rhum, 2018. C'était un vrai, voilà, un vrai truc de on ne crie pas victoire avant que la ligne soit Ah franchie, hein. mais non, là, c'était impossible. Je dirais pas que c'est un traumatisme, mais on avait passé, Ah je pas sais loin, plus. j'ai l'impression quand Oui, même. oui, 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 mais oui, on y est presque, ouais. On avait passé, je sais plus, plus de 15 heures sur l'eau en semi-rigide parce que bon, on avait été, les accueillir assez loin, et là, de voir le bateau qui était tanké, Coulé. qui avançait pas, on avait l'impression qu'il essayait d'écrire son nom sur la carto. Enfin, c'était l'horreur, quoi. Enfin, on relativise, hein, il y a plus grave, mais oui, oui, je pense que c'est des moments qui ont profondément marqué l'équipe. Et je pense que je suis pas la seule, hein. Je pense que si tu as discuté avec d'autres personnes de l'équipe, je pense à Antoine Gauthier, je pense enfin voilà, oui, c'est un moment qui nous a marqués, ouais. Ah oui, ça c'est sûr qu'Antoine, il criait pas victoire non Non, plus. non, non. D'où le moment de soulagement quand enfin on a vu le bateau arriver, passer la ligne, voilà, ça y est, on l'a fait. Ça représente, quelle montagne de travail pour toi une Transat Café L'Or? Ah, ça représente,
Bah, ça représente la préparation, déjà de l'avitaillement et avec l'arrivée de Tom et de Franck sur le projet, donc qui ont pris la suite de François. François? Tom est déjà là depuis quelques courses. Je trouve que c'est hyper intéressant de se renouveler, de retrouver, ce qu'aiment les skippers, ce qui est nécessaire à leur bon fonctionnement et ça permet de se ressourcer, voilà, de toujours avancer, et de se renouveler. On va reprendre depuis le début, Isabelle. Oui. Comment commence ton histoire d'amour avec, la mer et les bateaux? Et elle commence où et elle commence comment? Alors, mon histoire avec la mer, moi je suis née à Nantes. J'ai dû commencer l'optimiste et un peu de corsaire avec le mari de ma maman de l'époque. Je devais avoir, 7 ou 8 ans. Après j'ai continué à faire du dériveur avec l'association sportive l'ASSU à l'époque. Je suis pas toute jeune. Donc en X4 sur l'Erne et puis après rapidement, ma maman a acheté une maison à la Trinité-sur-Mer où j'ai commencé à aller à partir je sais plus, je devais avoir 11-12 ans. Donc là, j'ai commencé à naviguer à la SNT en dériveur. Et il s'est trouvé au lycée à Nantes, je sais plus si c'est collège ou lycée, non ça doit être collège. J'étais dans la même classe que Anne-Sybille Réguidel, la fille d'Eugène, qui à l'époque, naviguait sur VSD. Donc on se retrouvait tous les week-ends à la Trinité, on a navigué un petit peu sur le trimaran et en fait voilà, moi ça a été, mon entrée dans la course au large, de regarder ces bateaux naviguer. Eugène avait gagné la Transat en double en 79 avec Gilles Gainet et c'était magique, quoi. Après ça, il y a eu le projet Morbihan qui était un bateau, construit et préparé par, une équipe qui s'appelait les Glandos, qu'Eugène, supportait. Il y avait Philippe Poupon aussi qui avait participé à l'expédition et je me rappelle avoir fait, tous les restaurants, les bistrots, les magasins de la Trinité pour essayer de demander 10 francs, 100 francs, pour soutenir le projet. Qui avait fait à l'époque, c'était la Whitbread, qui avait gagné en temps compensé, l'étape du Cap Horn. Voilà, ça fait partie des belles histoires donc et puis en étant à la Trinité, bah, forcément je traînais beaucoup sur les pontons et dès qu'il y avait un embarquement possible, quel que soit le bateau, je partais, ce qui m'a causé quelques petits soucis à l'époque avec ma maman parce qu'il y avait pas de téléphone portable. Donc je demandais pas, en fait, combien de temps le bateau partait, je demandais juste si je pouvais venir naviguer avec eux. Donc parfois, ouais, c'était un petit peu plus long que ce qui était prévu au départ. C'était quoi ce besoin? Ah, je pense que la mer et comme on en parlera peut-être un peu plus tard, la montagne, pour moi, c'est un besoin de liberté et d'être, que je rencontre dans la nature. D'aller voir ce qu'il y a au bout de l'horizon, d'aller voir ce qu'il y a, en haut des montagnes, de me sentir, toute petite dans ces éléments. Je trouve que c'est une des sensations les plus folles qui puissent exister. Et quand tu es en mer, quand tu navigues, hem, c'est quoi l'histoire d'amour qui se noue à ce moment-là? Alors l'histoire en fait elle a pas fonctionné dès le début puisque, après avoir quand même pas mal navigué, avoir fait un peu à l'époque des entraînements, d'hiver à la Trinité, une fois mes études, finies, C'était mes des études études de quoi? de pédicure podologue et de Oui, podologue du d'accord, rien à sport, voir. voilà, ouais. J'ai eu besoin de partir en montagne. OK. Voilà, où j'ai ouvert un cabinet de pédicure à Saint-Lary dans les Pyrénées, qui n'a pas spécialement marché parce que je passais plus de temps en montagne qu'à mon cabinet et donc il y a eu un moment où j'ai eu envie par contre après plutôt à la trentaine de revenir en Bretagne et de retrouver la mer, de renaviguer. J'ai commencé à renaviguer via les entraînements d'hiver.
Et puis ces histoires de course au large, de navigation, me faisaient toujours rêver parce que je voyais toujours les bateaux à la Trinité, enfin, j'ai des souvenirs des bateaux de Colas, des bateaux de quelqu'un que je connais bien maintenant qui s'appelle Éric Loiseau, les Gauloises à l'époque, les premiers Ormas. Enfin voilà, tous ces bateaux-là me faisaient rêver. J'avais trouvé à l'époque une, possibilité d'embarquer sur Penduic 3 qui allait faire, une expédition en Antarctique, avec des alpinistes qui essaieraient de faire un sommet en Antarctique. Oh! J'avais trouvé à ce moment-là comme partenaire Eden Park, puisque tu en as parlé tout à l'heure. Malheureusement, je me suis fait un genou juste avant de partir, donc j'ai pas pu faire l'étape de l'Antarctique, mais j'avais retrouvé l'équipe, aux Antilles où on a navigué un petit peu ensemble à ce moment-là sur le bateau. Et à partir de ce moment-là, j'avais franchement envie de continuer à naviguer. Je commençais à avoir bien en tête la Mini Transat. C'est là que tout a recommencé. Donc, effectivement, par rapport au début, j'ai navigué jeune, je suis partie à la montagne et là, il y a le retour avec l'envie et le besoin de naviguer. Ça dit quoi de ton caractère aussi, cette, faculté, que tu as eue d'aller justement, sans vergogne et sans phare, sur les pontons à dire: «Bah, voilà, je voudrais aller, naviguer», de trouver des embarcations, d'aller, taper aux portes des commerçants pour trouver des sous, de revenir après quelques années et de trouver des plans pour aller naviguer. Hem, Ça dit quoi de toi? Je pense que quand j'ai envie de faire quelque chose, je dois être assez déterminée et j'ai l'impression qu'il y a pas grand chose qui peut m'arrêter. On peut me mettre un mur, en face de moi, je pense que j'essaierais peut-être de casser le mur, mais plutôt de passer sur les côtés, par-dessus, par-dessous. Mais oui, quand j'ai vraiment envie de faire quelque chose, je lâche rarement l'affaire, hein. Donc là, tu reviens et il y a cette, irrépressible envie de naviguer, ça se poursuit et surtout ça se concrétise comment? Oui, ça se concrétise, alors ça se concrétise aussi grâce à des rencontres parce que tout ce qui tourne autour du Mini, ça reste beaucoup une histoire de rencontres. Donc pareil avec ma fameuse, j'arrive sur les pontons, je crois que c'est j'ai un doute entre 98 et 99 de Concarneau. J'ai envie de naviguer en Mini. Donc il y a un National Mini, je me suis dit: «Je vais à Concarneau, je vais essayer de naviguer». Et là, je rencontre Valérie Tisserot, qui à l'époque, naviguait sur, Joséphine avec le bateau avec lequel elle a fait, la Mini 99 et on embarque. Donc elle finit par m'embarquer. Donc je dois être assez convaincante, je Tu l'as pense. tanné? Et on embarque, donc c'est marrant parce que c'est à Concarneau et aujourd'hui je suis de nouveau à C'est là où Concarneau. tu es? Ouais. Mmh. On fait une sortie remarquable du port en talonnant dès notre sortie. Ah, Mais c'est bien bref cette histoire. Mais bref, ça c'est le début d'une amitié. Valérie fait partie des personnes, elle est aujourd'hui installée, en Polynésie, mais qui ont été toujours présentes, enfin pendant pas mal d'années, sur tout le parcours Mini. Elle faisait partie des personnes quand je cherchais quelqu'un pour m'aider à faire un convoyage ou de bosser sur le bateau qui a toujours répondu présente et vice versa d'ailleurs. Voilà, je crois que le lendemain, son équipage était complet, j'avais trouvé un embarquement sur un autre bateau et voilà, ça a commencé à se faire comme ça. Hem, Valérie, en 2001, travaillait à l'époque pour un ship qui avait un stand qui exposait au départ de la Mini Transat. Elle m'avait proposé de venir travailler sur le départ de la Mini, donc je l'accompagnais pendant la période d'accueil de la Mini. On était descendus avec mon bateau, on avait fait le convoyage ensemble, pour que le bateau soit pas loin. Et c'est aussi à cette époque-là que j'ai rencontré, Jeanne Grégoire, non, Isa, c'est plus tard. Sam Davis, avec laquelle j'ai travaillé Tu aussi travailleras quelques plus années tard plus en ouais, 2012, ouais, ouais. ouais. Donc voilà comment tout est arrivé. Mon Mini, je l'ai acheté en 2001. Ça aussi, ça a été pareil, ça a pas été une histoire, simple parce qu'à l'époque déjà il y avait plus de bateaux sur le marché. Moi j'avais 0 budget,
pas un sou sur le compte. Ma famille ne voulait pas se porter caution, pour le prêt. Là, j'ai réussi à convaincre les banquiers. C'est les banquiers qui ont été qui j'avais une hypothèque sur le bateau, enfin voilà. Donc voilà, j'ai réussi à trouver un banquier qui a accepté de financer totalement mon Mini et l'aventure Mini est partie comme ça. Au retour de mon expédition avec, Penvic, je suis retournée voir Eden Park pour leur faire un petit débriefing et pour leur dire: «Bah, voilà, moi maintenant, je veux faire du Mini» et ils ont fini par me proposer un travail où j'ai intégré, le Eden Park dans un premier temps comme responsable du réseau de franchise et après administration des ventes. Et j'arrivais le lundi matin et je repartais le vendredi après-midi, en Bretagne Pour aller faire du bateau? ouais, pour travailler sur mon Mini. À l'époque, je roulais que en moto, je faisais les allers-retours, Paris la Trinité en moto en dormant souvent, sur les aires d'autoroute par terre à côté de ma moto en me disant: «Ouais, si j'apprends à dormir là, ça m'aidera sur le bateau pour pour dormir sur le Mini». Exceptionnel. En fait, je pensais tout était fait par rapport au Mini. Tu étais obsédée par Ouais, ça? c'est à peu près ça, oui, oui. Oui, mais ça, c'est mon côté, quand je te parlais de mon côté déterminé et obsédé, oui, quand j'ai un truc en tête, ça devient obsessionnel, oui. Et alors, justement la Mini? Ah ben la Mini, c'est la plus je pense, la plus belle expérience, ouais, la Mini 2003, j'ai eu le petit syndrome moi Tessier en rentrant, dans la baie de Salvador de Bahia et à pas vouloir passer la ligne d'arrivée, à refaire un tour dans la baie parce que pour moi, c'était pas que la fin d'une course, c'était la fin du projet et je voulais pas que ça s'arrête. Mais Isabelle, est-ce que tu t'ennuies sur terre? Bah non, parce qu'être sur terre, ça me permet d'aller en mer ou en montagne. Oui, c'est Ça ça. fait partie de mon équilibre. J'adore ça. Oui, c'est ça, c'est cette, tu as l'impression que tu as soif de oui, de ça, de grands espaces, de liberté, Ah mais oui, de oui, tout oui, ça. ça la liberté, j'ai ouais, ça fait partie des en plus, j'aime les challenges en solitaire, que ce soit la Mini ou même en montagne. J'aime bien partir en ski de rando seule. J'adore être entourée, j'adore les gens. On y reviendra plus tard, enfin, par rapport à ce que j'ai pu mettre en place avec l'asso, mais j'ai besoin de ces moments de solitude, aussi. Je suis une solitaire dans l'âme, j'adore vivre seule, ça fait partie de je Mmh. m'imagine pas 30 secondes vivre avec quelqu'un, c'est impossible, mais j'adore être avec les gens, en dehors de ça. Alors tu le disais, il y a effectivement, ce travail chez Eden Park qui va durer jusqu'en, 2005 et puis, c'est vrai quand on regarde, si vous allez voir sur LinkedIn, comme on disait, hein, le parcours est assez riche parce qu'il est assez varié. Heu, je vais égrener un petit peu. Il y a Eden Park, tu le disais, où tu vas coordonner, voilà, l'administration des ventes. C'est quand même un gros boulot qui va durer quand même un certain nombre d'années. Oui et c'est des passionnés de voile aussi. Il y a un bateau familial, Talofa, dont Franck Ménel et Sandra Ménel, je pense, continuent toujours de naviguer dessus. Enfin, il y a une vraie culture, maritime. Ils avaient été partenaires aussi à l'époque de Thierry Dubois sur Oui, son Vendée Globe qui Vendée Globe. s'appelait Solidaire. Donc j'ai navigué aussi un peu avec Thierry. Thierry à l'époque, habitait, pas très, très loin de d'où habite, ma maman habitait à Crac et il m'a filé quand même quelques coups de main, pour lancer mon projet Mini. Ça fait partie des belles histoires. Ma première transat, je l'ai faite sur son bateau, sur un convoyage retour, de Newport après une transat anglaise de Newport à la Trinité. Je voulais faire une transat avant la Mini pour être sûre que ça me plaisait bien. Donc voilà, j'ai fait un convoyage Tu retour. doutes? Il y a Non, j'ai pas eu de doute, en fait. Tiens, ça me vient comme ça. Est-ce que on comprend voilà, ton irrépressible besoin, envie d'être, en mer. On parlera évidemment de la montagne, et du visible bonheur, en tout cas ça s'entend, que tu as à être sur l'eau. Est-ce qu'il y a eu des moments où il y a eu des peurs, où il y a eu, le plus envie d'y être, le «c'est pas possible, je peux plus, j'ai plus envie»?
Ça t'a traversé l'esprit ça? Mmh, non, non, pas réellement parce que alors oui, ça m'a traversé l'esprit plein de fois, mais comme tous les marins qui se prennent, une grosse tempête, des conditions vraiment désagréables où tu es moitié malade, où tu te fais mais défoncer et encore les mots sont enfin je j'irai pas plus loin et là tu dis: «Mais qu'est-ce que je fais là?» et dès que tu as mis pied à terre, ta première envie, c'est de chercher comment tu vas repartir. Donc ça, je pense qu'on l'a tous vécu. Heu, peut-être le dernier Fastnet que j'ai fait, je sais plus d'ailleurs si c'est le dernier ou l'avant-dernier, mais ouais, le mini Fastnet, je crois que c'est une course que j'ai dû faire 7 ou 8 fois, donc aussi bien ceux qui allaient, au Fastnet que ceux qui allaient à dans le sud vers la BXA et c'est vrai que c'est une course en mini où globalement, à chaque fois, on rencontre des conditions, Ouais. qui sont pas toujours très drôles, donc ouais, ça a dû me traverser l'esprit, mais voilà, c'est pas pour ça que j'ai pas envie de repartir. Mais comme en montagne, il y a des fois on a froid, il fait pas beau, il y a du vent, on se dit: «Qu'est-ce qu'on fait là?» et dès qu'on est redescendu dans la vallée, on n'a qu'une envie, c'est d'y retourner. C'est que des paradoxes et c'est pour ça que c'est fort aussi. Après, Eden Park, il va y avoir, 3 ans chez, Quantum, Sail À la et voilerie, ouais, oui. à la voilerie, exactement. Après, il y aura toujours, La Rochelle, hein, le Grand Pavois Organisation, c'est ça, hein? Oui, pour l'organisation de alors pour faire simple, je suis après la mini, j'ai été, 4 ans vice-présidente de la classe mini. Pendant cette période, Grand Pavois Organisation qui était, à l'époque organisateur de la mini qui allait de La Rochelle à Salvador de Bahia, cherchait quelqu'un issu des coureurs pour renforcer l'équipe et pour avoir quelqu'un qui avait déjà participé pour avoir, cette légitimité et donc m'ont proposé de rejoindre l'équipe. Moi, j'ai fait 2 éditions avec eux. J'ai fait 2009 et 2011 on a organisé aussi un mondial classe 40 et après on a perdu l'appel d'offres de la De Mini la Mini? qui à l'époque était remis en jeu toutes les 2 éditions par la classe Mini. Donc j'étais prestataire à l'époque, donc je n'avais plus de courses à organiser. Ça, ça t'a forgé comment et ça t'a apporté quoi ces boulots-là qu'on vient d'évoquer là? Bah, ce que j'adore moi, c'est que j'ai vécu un peu au niveau de la Mini toutes les facettes. J'ai été coureur, j'ai été membre d'une classe, j'ai été organisatrice. De connaître toutes ces facettes, de rencontrer toutes ces personnes, parce que ce réseau-là et c'est toujours le réseau de mes amis que je côtoie, sur les pontons et qui font aujourd'hui toujours partie de mes amis. Je pense à Laurent Bourgès, que je connais aussi de cette époque-là, que j'ai retrouvé il y a pas très longtemps. Voilà, il y a une fidélité dans ce réseau qui est absolument incroyable. Et et donc quand ça s'est terminé avec Grand Pavois Organisation, dans un premier temps, heu, je m je me rappelle, je crois que j'étais à Val d'Isère sur un télésiège. Mmh. Mon téléphone sonne et c'était Sam Davis qui m'appelait pour me dire: J'ai besoin de quelqu'un. «Ouais, on va récupérer un bateau pour faire le prochain Vendée Globe. Ça commence en janvier. Le Vendée, c'est à la fin de l'année prochaine. Est-ce que tu es dispo? Pour le moment, il y a pas trop de boulot, mais est-ce que tu peux venir un petit peu?» Donc oui, je suis venue un petit peu. Puis avec, ma détermination, mon envie de continuer, bah, j'ai fini par continuer jusqu'à la fin du projet. Parce que dans un premier temps, j'y allais juste 2 mois pour remplacer Virginie Boucher qui devait être sur un autre projet. J'avais été embauchée pour faire, un peu de com, un peu de relations partenaires et j'ai fini en couteau suisse, à faire, un peu tout et n'importe quoi sur le projet. Pourquoi elle t'appelle, Samantha à ce moment-là? Pourquoi elle m'appelle? Pourquoi elle t'appelle toi? Qu'est-ce qu'elle vient chercher chez Je toi? sais pas, c'est à Sam qu'il faut poser la question. Mais je pense, justement, le fait que j'ai pas mal de cordes à mon arc et que je sois quelqu'un de polyvalent et son projet, il était fait sur une période très courte
et il fallait puis on se connaissait un petit peu du mini, c'était le parcours et il fallait quelqu'un, qui soit, enfin voilà, j'étais un petit peu polyvalente et ça a permis de faire plein de choses sur le projet. De quelle manière justement tu l'accompagnes sur ce projet, sur ce Vendée 2012? Alors, dans un premier temps, comme je te disais, c'est avec les relations avec les partenaires, et puis après ça a été vraiment le couteau suisse et c'est là où j'ai commencé à faire vraiment de la logistique, donc à préparer tous ces avitaillements, à m'occuper un petit peu de tout ce qui est matériel de sécu. Ça a commencé à poncer le pont du bateau pour refaire l'antidérapant, chez Kairos, chez Bilou, où était le bateau pendant le chantier et après, bah, j'ai navigué aussi sur le bateau. J'ai dû faire, je sais plus ce que c'était comme, ça devait être l'Armen Race, mais on était une toute petite équipe avec Corentin Chenet et Erwan, Lemeilleur avec qui je travaille encore, aujourd'hui et Isaac Deney qui est aussi dans le chantier et qui aussi travaille avec nous. Mais moi, je suis voilà, tout au long de ma carrière et de mon parcours, c'est que des histoires de fidélité, en amitié. C'est ce que j'allais dire, la fidélité, ça a l'air d'être, quelque chose de Ah, c'est super fort, ouais. c'est quelque chose de très fort et un Ouais. un vrai pilier. Petite parenthèse, Samantha, que son Vendée Globe en 2012, toi tu es dans le projet. On en est où des femmes dans la voile à ce moment-là? Toi tu vois ça, comment et tu vois évoluer ça comment, à cette époque-là? À l'époque, j'avoue que je me pose pas forcément trop la question. Moi, j'y vais avec, mes gros sabots et ma détermination pour faire ma place, mais je me pose pas trop la question de: «Est-ce qu'on a notre place ou pas?» Je me la pose un petit peu quand même via, je navigue à cette époque-là aussi. Heu, Là, je me la pose plus d'un point de vue, en dehors du travail. Au niveau de mon boulot, je continue à avancer, mais en parallèle de ça, j'ai commencé à cette époque-là à naviguer pas mal en maxi 50 avec, bah, Sandrine Berthaud sur Actual et Isa Yoshke sur, d'abord Generali et après elle a eu un bateau qui s'appelait Horizon Mixité. Enfin, on a fait quand même, pas mal de saisons ensemble avec Valérie Tisserot. On retrouve On retrouve toujours les mêmes. les mêmes personnes, oui. Élise Bakoum, Sandrine, voilà, c'est et Sigrid Longeau qui nous a accompagnés aussi sur pas mal de fois sur les équipages, qui est aussi une fille qui a fait la Mini, qui est sur La Rochelle. Donc là, effectivement, pendant toutes ces périodes-là, avec, que ce soit avec Isa ou avec Sandrine, on s'est pas mal investi. On s'est pas mal investi aussi avec une asso qui s'appelait Aux Filles de l'eau, où on essayait de participer à un événement en montagne qui s'appelait Glisse en Cœur, tous les ans. Sam est venu participer aussi d'ailleurs à une édition. Hem, on a participé à la Women's Cup, on a dû faire un tour de l'île de Groix en mini aussi aux couleurs du bateau. Donc en fait, on s'investissait pas mal et après, bah, oui, on n'était pas des tonnes, hein, en Pas fait très sur le nombreuses, ouais. non, non. Après en mini, globalement, il y a toujours eu à peu près entre 6 et 8 femmes par édition, mais sur, 80 et quelques coureurs donc c'est vrai on restait assez soudés, oui. J'interromps quelques secondes cet épisode pour vous dire qu'il est également présenté par Sailise, la marque de vêtements techniques nautiques pour les femmes qui naviguent. 36% des navigants sont des navigantes. Pourtant, 90% des vêtements techniques restent conçus pour des morphologies masculines. Alors Sailise bouscule ces standards avec une philosophie simple, moins mais mieux. Des produits co-créés avec des skippers pros comme Chloé Lebars, skipper massif 2026, pour une vraie performance technique. Mais aussi une innovation qui va au-delà. Fabrication responsable, matériaux sans PFC, vêtements réparables à vie. Parce que la performance sur l'eau ne doit plus se faire au détriment de l'océan. Rendez-vous sur sailis.fr. Il reste quoi de cette expérience avec, Sam Davis qui va te faire, 2 ans après, entrer dans la maison, Mère Concept? Justement, tu dis: «Je commence à faire de la logistique».
C'est quoi? C'est à ce moment-là, tu te dis: «Mais c'est, voilà, moi, mon couteau suisse, ma personnalité, ça va avec ce genre de métier?» Ça devient une évidence pour toi? Comment ça se passe? Oui, en fait, la logistique et l'organisation, quelque part, c'est quelque chose que je connaissais, déjà, moi, quand je naviguais, Pour toi, bien sûr, ouais. déjà, que j'ai mis en place d'une façon différente, mais qui revient un petit peu à la même chose, quand je travaillais pour l'organisation de la Mini, pour Grand Pavois Organisation, où on gérait, les déplacements de l'équipe, les organisations du départ, de l'escale, de l'arrivée. Et oui, je me suis dit: c'est ce que j'aime et je pense qu'il y a quelque chose à faire là-dedans». Et l'avantage d'avoir commencé avec Sam, c'est que j'ai tout découvert, enfin non, parce que j'avais cette petite expérience, mais on a tout découvert sur le tas et ça s'est fait au fur et à mesure. Et je me rappelle déjà on était à Port-Lave, donc quand le bateau était à l'eau. Et François, dans le courant de l'été avant le Vendée Globe, je sais plus c'était en août ou en septembre, était venu voir, Sam pour lui demander si j'étais dispo parce qu'il il voulait il était intéressé par, éventuellement me recruter. Et Sam m'avait dit: «Non, non, Isa, elle reste Elle est pour jusqu'à la moi. fin». Ouais. Et voilà, malheureusement, le Vendée de Sam a duré 5 jours parce que le bateau a dématé. Et quelques mois après, quand en fait, le projet de François pour la construction du 1er trimaran, massif, a été annoncé, François m'a appelé pour me dire: «Cette fois, est-ce que tu es vraiment dispo? Est-ce que tu veux bien venir cette fois, venir travailler avec moi?» Je dis: «Oui, oui, oui, avec grand, grand plaisir, ouais». Quand il t'appelle et qu'il te propose de venir, travailler, avec lui, un peu la même question que je t'ai posée pour Samantha, il vient chercher quoi? Et toi, tu y vas pour quelle raison? Alors moi, c'est marrant, je me rappelle parfaitement l'endroit où j'étais quand il m'a appelé. Je me suis garée, j'ai ré j'ai répondu, c'était en plein été. Je me rappelle que je pense que je transpirais dans ma voiture. Je me disais: «Oui, oui, c'est voilà». C'est parce que ça a pas été forcément simple. Après Sam, j'ai travaillé un petit peu, j'ai travaillé avec, Outils Océan, mais j'ai pas réussi à rebondir de suite dans la course au large. Donc que François m'appelle, alors qu'il venait de gagner le Vendée Globe pour le projet d'un nouveau, bateau, un trimaran ultime qui n'existait encore, enfin la classe n'existait pas. Pas? Je me disais: «Waouh, qu'est-ce qui m'arrive là?» Et alors pourquoi est-ce qu'il m'a appelé? Je pense, le côté polyvalent, qui sait aussi naviguer, puis je pense que il en avait peut-être un peu parlé avec Sam aussi avant. Enfin, c'est un petit monde, hein, quand on est plusieurs équipes à Port-la-Forêt, je pense que rapidement tout le monde, connaît tout le monde dans les différentes équipes. On va évidemment parler de ces années-là parce que, elles continuent toujours, hein. Je rebondis sur ce que tu viens de dire où tu dis qu'après le Vendée Globe de Sam, ça a pas été forcément, évident de rebondir tout de suite dans la course au large. Il y a effectivement, ces quelques mois, chez Outils Océan. Dans ces périodes-là, toi, tu réagis comment? Alors on va dire, face à l'adversité, l'adversité du De toute façon, quel que soit ce qui a pu me toucher, enfin ce que tu appelles l'adversité, pour moi, il y a toujours une solution. Donc voilà, faut la trouver, elle peut prendre du temps, elle peut passer par plein de chemins, mais il y a forcément une solution, quelque chose à faire. Donc là, oui, c'est passé, Outils Océan m'a ouvert une porte, ça m'a permis de rester dans le milieu de la course, de continuer à faire à être dans un milieu que j'aimais. Et voilà, je sais qu'il y a un moment, ça va s'ouvrir. J'en suis tellement convaincue, je pense que, voilà, ça doit se sentir. ça se dégage de toi, il y a des ondes Sûrement, qui se dégagent. sûrement, oui. Quand tu entres, dans cette, grande maison qui est Merconcept, évidemment, j'imagine que donc c'était en 2014, donc autant vous dire que ça fait un petit bout de temps cette histoire quand même, hein? Ouais, alors c'est même en fait, je suis Il y avait 2014, c'est 2013 déjà avec, ouais, 2014, c'est le début. Je suis salariée à partir de 2014, mais mais 2013 avec Véracité. je suis rentrée en 2013 où j'étais encore, où j'avais ma boîte encore, où j'étais prestataire. J'ai fait le 1er trimestre en prestataire, donc on était hébergés chez Meragité. J'étais prestataire, pour François, mais hébergée chez Chez Micelle? Mich. Et après, quand on a déménagé, qu'on est parti avec nos propres locaux sur Port-Laf, là, je suis passée salariée.
Il faut quoi comme, alors on a bien compris, hein, le couteau suisse que tu es. Il faut quoi comme, qualité pour être bonne dans ton travail, Isabelle? Bah, je pense que tant qu'on a moi j'ai des job lists dans tous les sens. Heu, Après, tant qu'on a un doute, qu'on n'a pas fini un truc, ben, on peut pas s'arrêter. Je pense qu'il faut aller jusqu'au bout de tout ce qu'on peut faire. Si on a tout fait, si on est sûr de rien avoir oublié, après il peut se passer des choses, mais voilà, on peut pas se reprocher grand-chose. Après, on n'a pas trop le droit à l'erreur. Ça permet de Ça permet d'aller au bout des choses. C'est quoi l'erreur dans ton métier à toi? Quand tu dis: «On n'a pas le droit à l'erreur». Ouais, elle peut être à plein de niveaux. Elle peut être un oubli sur le bateau, il y a eu un sur un, le départ, c'est vraiment bête comme erreur, hein, ça aurait rien changé. Mais sur le départ du tour du monde de François en 2017 en solitaire, le record, le bateau part de Port-Laf. Et au moment, on est dans le ZOD, de nuit, on est, au milieu, enfin, ça fait tout sauf départ d'une épreuve importante. Sur le ZOD, au milieu de la baie, dans la nuit, dans le brouillard, je me rappelle, je me dis: «Ah! Je crois que j'ai oublié les cuillères». Donc là, imagine partir sur un tour du monde de 42 jours, en l'occurrence, sans cuillère. C'est un exemple d'une erreur bête, mais que je me serais voulu de. Et en fait, on est retourné au ponton, j'ai été récupérer une cuillère, je l'ai ramenée et au final, il y avait des cuillères à bord, mais j'avais le doute, donc ayant le doute, je pouvais pas me permettre de laisser partir comme ça. C'est comme quand on habite au 5e étage sans ascenseur et qu'on est descendu, qu'on est parti pour, prendre sa voiture ou son métro et puis qu'on se dit: «Est-ce que j'ai bien fermé le gaz? Est-ce que j'ai bien fermé la porte Et à bah, clé?» tu y retournes Et bah, si tu y tu as le retournes. doute. Le quand tu arrives là-bas, tu le dis, hein, c'est, ça va être l'avènement, des ultimes, on est sur quelque chose de très nouveau. Hem, François te demande quoi? La collaboration se passe comment? Vous discutez comment tous les 2? Comment ça se crée cette collaboration? Ouais, moi, j'ai toujours eu l'impression qu'il y avait un climat de confiance où on a beaucoup échangé au quotidien, sur les différents sujets, qui pouvaient me concerner. Sur l'IMOCA, parce que donc dans un premier temps, François a encore gagné la route du Rhum en Oui, 2014, sur l'IMOCA. J'ai un petit peu navigué encore aussi à l'époque sur le bateau. On se découvrait. On a pas mal travaillé sur la nutrition, à l'époque pour préparer les différentes échéances. À l'époque, François avait un partenariat avec Sojason, avec une nutritionniste, qui travaillait, en parallèle, et on se voyait quand même beaucoup sur ce sujet et je me suis bien éclatée à approfondir le sujet. Ouais, je trouve que c'est quelque chose d'hyper intéressant et en plus, bah, ce qui était passionnant, c'est que François, manger à bord, c'était hyper important pour lui, quoi. Tu pouvais tout oublier, mais pas à manger à bord. Je pense que je faisais devenir, folle tous les techniciens du bateau qui essayaient de faire le plus light possible quand ils me voyaient débarquer avec les sacs d'avitaillement et qu'ils voyaient le poids de mes sacs parce que François, je pense alors peut-être pas sur le dernier Jules Verne, on a mis des lyophilisés, mais autrement toutes les années où j'ai travaillé avec François, François n'a jamais mangé de lyophilisé. Je pense qu'il était même capable de dire que c'était dangereux pour la santé, que ça devrait être interdit. Donc voilà, de chercher à développer ça, à approfondir le sujet. Quelqu'un qui était si enthousiaste de le voir manger, bah, ça fait plaisir, oui. C'est hyper motivant. alors tu parles de l'avitaillement évidemment, il y a pas que ça dans ta to do list de ton travail. Non, 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 il y a pas que ça. On disait c'est central et c'est transverse. On va peut-être, justement lister un peu tout ce que tu ne dois pas oublier dans ta to do list et dans ta job list. Bah, déjà, il y a tous les déplacements aussi, que ce soit, l'équipe, le bateau, les skippers, les relations avec les organisateurs de courses, avec les ports d'arrivée des différentes courses ou escales. Il y a la pharmacie, ça c'est aussi un domaine, que j'aime bien. Parce que ça peut-être que c'est aussi parce que ça recoupe ça rejoint un peu ma formation initiale.
Le matériel sécu, ça rejoint un peu aussi mon expérience de coureur, quand j'étais mini, où c'est quelque chose que tu prépares aussi. Voilà, ça commence à faire il y a eu une époque où je m'occupais aussi de tout ce qui était, vêtements, mais ça, c'est plus du tout dans mon spectre. Aujourd'hui, c'est Antoine Lester qui gère tout ça. Qu'est-ce qu'il y a encore? Non, bon, on commence à avoir fait, pas mal le tour. Et si, puis je suis aussi sur les odes, j'ai les permis, je conduis les remorques avec les odes quand on se déplace. Voilà, oui, j'aime bien aussi bon, je pense qu'un de mes plus grands plaisirs encore, aujourd'hui, c'est de piloter les odes, oui. Et d'amener les sur les RP quand on fait naviguer les partenaires ou les journalistes pour faire les transferts sur le bateau. J'adore amener tout le monde à fond sur mon ZOD en leur donnant un petit repère en disant: «Bah, voyez là, on est à telle vitesse, ça correspond à telle vitesse sur le trimaran. Là, on est à telle vitesse, c'est la vitesse du record de la traversée de la Méditerranée», et voilà, on part comme ça, ouais. Est-ce que tu as l'impression ou plutôt, je vais reformuler, dans quelle mesure tu as le sentiment que, ce que tu fais, depuis un certain nombre d'années et particulièrement aujourd'hui, hem, te remplit complètement? Tous tes neurones fonctionnent, à blinde et il y a quelque chose de jouissif là-dedans? Bah, j'ai quand même un peu l'impression d'être très souvent, une enfant, le soir de Noël, quoi. C'est 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 quand même un super kiff d'avoir l'opportunité bah, de faire partie enfin, ouais, le plaisir est vraiment un élément moteur dans tout ce que je fais, et Ça je s'entend. veux jamais perdre de vue ce plaisir. Le jour où j'aurai plus de plaisir à faire ce que je fais, que ce soit, en mer, en montagne ou à terre, il faut que je change, il faut que je trouve autre chose qui me donne du plaisir. C'est ce qui est mon moteur. On a parlé aussi dans l'introduction des relations humaines. Je crois que c'est quelque chose qui est aussi, très important pour toi. Heu, Quelle relation t'entretenais avec, François? On en a parlé. Comment on change de skipper avec, Tom? Comment on s'adapte? Comment ça s'est passé? Comment ça se passe? Qu'est-ce que ça demande aussi comme qualité? Alors un petit peu d'adaptation, mais il y a pas beaucoup d'adaptation à faire parce que Tom a Tom a été dans l'équipe, en fait, depuis, pratiquement le début de Streamaran, puisqu'il était arrivé dans un premier temps comme stagiaire, au bureau d'études au moment de la conception du bateau. On était encore à Port-la-Forêt, donc Tom, il a pratiquement toujours été présent dans la vie de ce bateau, et il a été présent dès les premières navigations. Il a fait quand même deux Jacques Vabre avec François, donc ça s'est fait vraiment naturellement, et il est vraiment dans le même mode de fonctionnement que François, donc non, la passation s'est fait, il y a pas eu de rupture, ça s'est fait dans la continuité. Et puis c'est intéressant, ça renouvelle, ça fait chercher de nouvelles choses voilà, parce que chaque personne est différente, même si le mode de fonctionnement est assez similaire. Après ouais, et puis c'est bien de se retrouver avec des jeunes, voilà, ça change. On va y revenir, mais j'ai oublié une petite ligne parce que quand même on en a un petit peu parlé, mais 42 jours, 16 heures, 40 minutes, 35 secondes, le 17, décembre 2017. À Brest, Ce moment-là à Brest, ouais, heu, il représente quoi ce moment-là? pouf. Là, je crois que j'en ai pleuré, je suis capable d'en repleurer, rien qu'à pa à D'y penser penser? à cette arrivée. C'était c'est En plus, François, quand il est parti, ce jour-là, au moment du départ, quand on voit toutes les tentatives qu'on a pu faire pour le Jules Verne, cette année, on sait que c'est pas simple un record, il faut vraiment que toutes les planètes s'alignent. François, il était en vacances, à Marseille, le vendredi avant le départ. On avait eu, Bernot qui était le routeur à l'époque, au téléphone, qui nous avait dit: «Bah non, moi je vois Fenêtre? pas de fenêtre avant mardi prochain». Donc on s'est dit: «Bah». François nous envoie un message en nous disant: «Bah finalement j'arrive quand même cet après-midi, j'ai envie de tenter, moi je vois quelque chose». On se dit tous, «Voilà, bah là il veut qu'on garde,
la pression, qu'on reste motivé. Il veut peut-être essayer de voir comment se passera le départ de Brest. Et puis en fait, il arrive. On en revient à ce que je disais tout à l'heure. Il part de nuit le vendredi soir. Le bateau monte à passer la ligne. Et puis voilà, on le revoit 42 jours plus tard. Tout s'est déroulé, sans parler de son record, la traversée de l'Atlantique Sud, où il a coupé il a fait la diagonale, mais la trajectoire, elle était hallucinante, Parfaite. Mmh. parfaite, pas une manœuvre. Il était à la banette et il alignait les milles et ça accélérait, ça accélérait. Mais tout s'est passé comme dans un rêve. C'était absolument génial, ouais. Et cette arrivée, heu, cette arrivée L'arrivée à Brest, c'est en plein hiver, avec tous les bateaux autour, le bateau, enfin, c'était un truc, mais complètement magique. Non, non, c'est un grand, grand souvenir. Très, très beau souvenir. et dans quelle mesure, on se dit qu'on a bien fait le job aussi, quand on nettoie? Ah, quand on est moi, on fait partie d'une équipe aussi et c'est quand on a fait ouais, on a bien fait le job, mais chacun a bien fait le job. C'est l'ensemble qui fait que ça marche. C'est pas 1 + 1 + 1, c'est vraiment un tout. Ça peut pas marcher si tout n'est pas réuni et si il y a des interactions dans tout. Et là, tout a parfaitement marché. Donc, cette espèce de sentiment de plénitude et de se dire: «Waouh, ce qu'on a réalisé, c'est quand même» parce qu'on est très, très près du record absolu au final et on se dit: «Bah là, franchement, tout s'est vraiment aligné» et la preuve, c'est que enfin, on est quand même un paquet d'années plus tard et que ça ne passe plus quoi, qu'on n'y arrive plus. Enfin, je parle d'une façon générale pour les tentatives de record autour du monde. Bien sûr, bien sûr. C'est très compliqué d'arriver à ça. J'aimerais qu'on parle, de cette deuxième passion qui est la tienne, à savoir, la montagne. On l'a déjà pas mal évoqué, hein. Et avec cette montagne, sans qu'on rentre dans le détail, c'est pas le but, mais du cancer en 2023. Ouais. Hem, comment, comment on réagit à ce moment-là? Et puis surtout, ce qu'il y a derrière, c'est la fondation de l'association. C'est ça dont j'aimerais qu'on parle aussi. Alors, l'annonce du cancer, moi, j'ai eu une première période qui a été, très difficile à vivre, qui a été entre le moment où on m'annonce à l'occasion d'une mammo de contrôle que je conseille, mais vivement à toutes les femmes de réaliser, qu'il y a quelque chose et on me dit: «Il y aura une biopsie, il va y avoir une biopsie pour savoir ce que c'est, mais en avril». Et là, donc je passe 3 4 mois, mais à me dire: «Bah, s'il me laisse autant de temps, c'est que c'est pas grave», à me dire: «Mais si ça se trouve dans 6 mois, je suis plus là». Ces 4 mois, ça a vraiment été les plus difficiles psychologiquement, mais je pense que j'ai jamais rien vécu d'aussi difficile dans ma vie. Après, à partir du moment où la biopsie a lieu, on m'annonce, qu'il y a 2 foyers de cellules, cancéreuses, que c'est opérable, que ça a été pris tôt, que c'est in situ donc on va quand même, prendre des précautions avec un curage, des ganglions. Là je repars, je rebascule Dans ce qu'est toi, tu dans ce que reprends je sais le ouais. faire, c'est me battre et là, pour me battre, donc l'opération a lieu en mai. En tant que donc la montagne ces derniers temps avait quand même, commencé à prendre une place importante dans ma vie. Heu, donc j'ai commencé à skier pratiquement en même temps que voire même un peu avant de commencer à naviguer. Je me suis mise, au ski hors piste il y a une vingtaine d'années et il y a 10 15 ans au ski de rando. Là, je commençais à faire pas mal de ski de rando. Ça depuis 2017, je travaille avec Eric Loiseau une semaine par an à un événement qui s'appelle le Trophée Mer et Montagne, où j'ai rencontré, beaucoup de personnes, issues de la montagne, mais d'univers, aussi différents que des alpinistes, des personnes des grimpeurs, des personnes qui faisaient du parapente. Enfin, je me suis mise un petit peu à essayer tout ce qui pouvait se faire en montagne et à découvrir, une institution qui s'appelle l'ENSA, qui est l'École nationale du ski et d'alpinisme,
qui forme les guides et les moniteurs de ski à Chamonix et qui propose, plusieurs fois par an, dans le cadre de la formation de leurs futurs guides, qui propose à des clients cobayes de venir participer une semaine à une formation pour que les aspirants guides puissent, s'entraîner à pratiquer leur futur métier. Donc là, j'avais vu qu'il y avait une for un stage, d'aspirant un stage non, là, c'était un final du guide au mois d'août, donc après mon opération et j'avais très envie de m'inscrire, sachant que, par rapport aux prérequis demandés, j'étais quand même très, très limite avant l'opération. D'accord. J'attends le lendemain de l'opération, je me réveille, je suis dans ma chambre, je me mets debout, je fais un aller-retour dans le couloir. Je me dis: «Bon, ça va, j'arrive à marcher». Je lève les bras, j'arrive à lever les bras, bah, allez, c'est parti. J'attaque et je m'inscris, j'avais juste à cliquer, j'avais tout pré-rempli, les dossiers juste avant et le matin à la clinique, je valide mon inscription, au final du guide et donc de mai jusqu'au mois d'août, j'ai passé, donc le deuxième jour à la clinique, je faisais le tour de la clinique à pied, en étant limite de tomber dans les pommes parce que j'étais quand même pas très, très fraîche et puis à remarcher un quart d'heure, 1/2 heure, 2 heures, à commencer à retrottiner, à aller à la salle d'escalade, 3 semaines après l'opération. Je vais quand même Oh, demander à la chir, elle m'avait dit: «Bah non, faut attendre au moins un mois». Je m'étais fait, ma petite sauce en me disant: «Elle m'a dit un mois, donc je vais essayer 3 semaines». Bon, oui, bah, bah, bien alors sûr. je prenais un petit peu je faisais ma propre cuisine et puis j'ai fini par faire ce stage et en fait, tout ce que j'ai vécu pendant ces 4 mois, le fait de savoir que j'avais un objectif, que tous les matins je me levais, et que, bah, je pouvais pas, c'était super court comme délai pour arriver à faire ça. Sachant qu'encore une fois que j'avais pas forcément, tout à fait le niveau, je l'ai fait qu'au mental, oui et j'ai fait le stage. Sans leur dire, par quoi je venais de passer, je leur ai juste dit le dernier jour du stage, à la fin, avant qu'on se sépare, bah, ce qui m'était arrivé 4 mois avant. Ils ont réagi comment? Ils étaient un petit peu étonnés, ouais et j'étais encore pas mal dans les j'avoue que le fait d'en parler, à l'époque, j'étais encore, beaucoup dans l'émotion. Ça a été compliqué, mais je pense que c'était bien d'en parler, quoi et malheureusement, c'est une pathologie aujourd'hui qui touche, énormément de personnes. Je crois que c'est 1 personne sur 8 qui aujourd'hui est touchée par le cancer du sein donc enfin, il y a aucun tabou à ça et moi j'ai qu'une envie, c'est d'en parler et de dire qu'il y a plein de choses après la maladie, voire même, enfin des choses qui existaient pas avant, quoi. Pour en venir à la création de mon asso, Oui, ça c'est ce qui moi m'a aidée dans un premier temps. Après, j'ai participé à pas mal d'activités proposées par, la clinique où j'ai été opérée, qui a une asso qui s'appelle, le Quimper Institut du Sein. Donc j'ai pu faire de l'activité physique adaptée, qu'est-ce que j'ai fait encore? De la sophro, enfin eux proposaient pas mal de choses et j'ai trouvé alors qu'au départ je me suis dit: «Waouh, pas forcément envie d'aller, participer, partager des activités avec, des femmes qui sortent de cancer» et finalement j'ai trouvé, je sais pas, j'ai trouvé un état d'esprit entre toutes ces femmes que j'ai trouvé génial. de ba Aussi bien les d'attente, de bienveillance, de ouais, ouais. ouais, ouais, une vraie sororité en fait. Parce qu'on est toutes passées par là. On parlait pas forcément de cancer, mais voilà, on savait ce qu'on avait traversé et voilà et tout au long de l'année, bah, moi j'ai continué à aller en montagne, à progresser et à me dire: «En fait, la montagne m'apporte aussi plein de choses» et sur un trajet pour me rendre, c'était le mois de juillet, enfin 1 an après, au mois de juillet, je tombe sur Insta sur un séjour qui a été fait par la Cordée de l'Après. C'est une asso de la région niortaise, portée par, Julien Virolot que j'avais côtoyé à l'époque de Massif et bref, qui venait de tenter le Mont Blanc avec des femmes en rémission, d'un cancer. Je me dis: «Mais c'est une super idée, quoi». Enfin, voilà et le chemin enfin voilà, je commence à réfléchir à ça, j'en parle,
toutes les semaines à la coach activité physique, et ma kiné que je continuais à voir, toutes les semaines. Et puis je vois qu'il y a que l'une comme l'autre, croche, enfin trouve le projet top. Et dans un premier temps, je propose, au fameux Quimper Institut du Sein d'essayer de monter des séjours. Et en fait, le plus simple, c'était d'être indépendante parce que je voulais aussi proposer à la maison sport santé qui dépend de l'hôpital, enfin voilà, de pouvoir proposer à tout le monde, ce type d'activité. Et donc, il y a un moment, je me dis: «Bah, allez, on» après un repas entre copines avec Armelle qui est une ancienne, avec qui, j'ai travaillé plus de 10 ans chez Merconcept, qui est l'ancienne, DAF, donc directrice administrative et Et finances et qui a financière? pris sa retraite il y a 2 ans. Et Armelle me dit: «Super ton idée, banco, je te suis». Voilà, je me dis: «Bah, moi l'administratif, c'est quand même pas ce que je préfère. Si Armelle est là, on y va, quoi». Donc voilà, donc l'asso a été lancée, elle existe, officiellement depuis le 16 octobre 2024. Donc dans un premier temps, on a parlé de l'activité, on a fait différentes, réunions. Moi, dans un premier temps, on n'avait pas un centime, donc on faisait des marches, je proposais aux filles de venir, marcher avec moi et puis de commencer à créer un groupe. Et le 1er janvier, je me dis: «Faut pas qu'on attende, on va faire un truc là». Donc j'appelle des potes que j'ai dans les Hautes-Alpes. Le 1er janvier, il était sur son motoneige en train de monter, au refuge où travaille son fils, monter les provisions pour le le lendemain du réveillon. Et je lui dis: «Claudio», Claude Deval du refuge de Buffère: «J'ai créé cet asso, j'amènerais bien, au mois de mars, des filles faire un séjour raquettes, tu penses quoi?» Il me dit: «Super idée, attends, j'ai pas le temps, je te rappelle dans les 2-3 jours». Et puis voilà, le truc s'est fait. On avait, bien sûr 0 € jusqu'à au moment où je lance l'idée. Le projet était 3 mois après. Et là, il y a la Quimper, donc le KISS, le Quimper Institut du Sein qui me suit, et la Quimper Rose qui a un gros événement, une grosse marche, à Quimper tous les mois d'octobre, qui aujourd'hui, cette année, il y a eu 10 000 participants. Et Isabelle Nuix, qui est la présidente de cette association, a trouvé le projet top aussi, et m'a suivi d'emblée, et les 2 ont financé le séjour, directement. Voilà, et là, l'aventure est lancée. Et donc voilà, il y a grâce à toute cette énergie, il y a des femmes qui vont marcher dans la montagne justement pour, voilà, aussi aider à se reconstruire. Ouais, alors c'est un petit peu plus que marcher, hein, Ouais. puisqu'on a fait un séjour aussi, l'été dernier, que chacune a financé pour le coup parce qu'on n'avait pas de quoi le financer. Donc effectivement, on a fait de la rando, mais aussi de l'escalade, de la via ferrata, de la randonnée glaciaire, à 3 800 mètres. Il y en a 4 qui ont volé en parapente. Donc non, non, elles sont bien engagées les filles, et ce qu'on a trouvé mais génial, c'est que c'est la force du groupe. Quand on est rentré de notre séjour, toutes les personnes, qui voyaient les images qu'on a postées sur Insta, elles me disaient: «Mais ouais, moi je ferais jamais ça, ça me fait trop peur». Et en fait, elles aussi au départ, elles pensaient pas le faire. Je me rappelle le 1er jour, la guide, heu, fait un point avec toutes les filles. «Pourquoi est-ce que vous êtes ici? Qu'est-ce que vous attendez, du séjour?» Et toutes, c'était le manque de confiance en elles. Et là, à la fin, quand tu vois tout ce qu'elles ont réalisé, tu te dis: «Avec le groupe, on a tout gagné, quoi». C'est génial ce qu'elles ont de se faire confiance, entre la confiance en soi et en les autres, ce que ça a pu apporter. Enfin, je pense que tout, on en parle, encore avec une émotion qui est énorme. Elle vient d'où toute ton énergie, Isabelle? J'en sais rien. Je sais pas d'où ça vient. Moi, je pense, je suis quelqu'un d'hyper positif, d'hyper optimiste, et ouais, et la vie est belle, quoi, et il faut en profiter à tous les instants, mais ça a toujours été. Il y a tellement de belles choses à faire. Voilà, moi, mon énergie, elle vient du bonheur et de l'envie, Il reste des rêves dans ta tête, des choses que mais il tu y as en envie. aura toujours. Ah bah oui. Alors vas-y, tu peux nous en livrer quelques-uns ou pas?
Bah, déjà, je pense qu'il y a beaucoup de choses à faire avec l'asso. Ouais. Après, bah, avec les bateaux, j'ai parlé vite fait tout à l'heure de Laurent Bourgès, Oui. donc avec son Ocean 50, Ocean Fifty. Mon bonnet rose. Lolo qui est donc quelqu'un que je connais de la période Mini, la fameuse fidélité de ce groupe, m'a proposé de venir naviguer, de participer au Grand Prix de Concarneau. Donc voilà, aujourd'hui, j'ai plus envie de monter un projet perso, mais toutes les navigations qui restent à faire sur ces bateaux-là, ça reste magique. Donc voilà, les projets, faut toujours rester, ouvert et avoir envie, et les opportunités, il y a plein de choses à faire entre naviguer en montagne, bah, j'ai l'impression d'être au début de ce que je peux découvrir en montagne. Et puis, il y a encore plein de choses à partager aussi avec ton écurie, Mais avec, bien sûr. le jeune Tom. Il y a tellement de belles Le choses. jeune Tom et le un peu moins jeune, Franck Camas, mais qui s'intègre parfaitement dans l'équipe. C'est avec, bah, Franck, en fait, ce qui est rigolo, c'est qu'on se connaît d'abord de la montagne parce que c'est un Oui. participant fidèle du Trophée Mer Montagne, et bah, alors je vais retrouver, Tom et Franck au Trophée Mer Montagne à partir du 14 décembre, et on est comme des gamins. Ben, on te souhaite de le garder longtemps, cet esprit gamin qui te va si bien, Isabelle. Merci beaucoup d'avoir, été, l'invitée de Navigante. On a un petit peu Merci Hélène. mais c'était tellement génial de t'écouter. Merci d'avoir partagé, tout ce temps-là avec nous et d'avoir partagé un petit morceau de ta vie. Merci beaucoup, et bah, c'était un grand plaisir de partager tout ça avec toi, et merci pour cette émission Les Navigantes qui donne la parole, aux femmes, et il y a beaucoup de femmes qui comptent dans la course au large. Eh bien, je n'en dirai pas plus. Merci beaucoup, Isabelle. Merci. Merci d'avoir écouté cet épisode de Navigante, produit par Tip Shaft. N'hésitez pas à nous dire ce que vous en avez pensé. N'hésitez pas non plus à le partager. Et si vous souhaitez suivre l'actu de la voile de compétition, abonnez-vous à la newsletter de Tip Shaft. C'est gratuit. Elle est envoyée chaque vendredi à 17h. Et pour vous inscrire, ça se passe sur tipandshaft.com. À bientôt.